Bonjour. Bonjour et à tous et bienvenue à ce webinaire. Avant que celui-ci commence, je tenais à vous informer que le webinaire sera enregistré et que pour que ce soit plus interactif, bien sûr, vous avez les micros qui sont coupés, mais vous pouvez toujours poser vos questions dans l'onglet questions et réponses qui se situe en haut avec le petit Q et R. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Le webinaire, par contre, il ne faut pas communiquer de données confidentielles pendant les échanges ou durant vos questions. Voilà. Je vais passer maintenant la main à Amélie El Garbi qui va vous présenter ce webinaire. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire organisé par les MSA Bosqueur de Loire et Berry-Touraine. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui touche directement la santé de vos salariés et la performance de vos entreprises, parce que ce sujet-là concerne les arrêts de travail, notamment leur état des lieux et les actions préventives envisageables. Alors pourquoi traiter ce sujet? Parce que c'est un sujet qui n'est pas anodin. Il a des conséquences humaines, organisationnelles et économiques, et parce que nous avons tous un rôle à jouer pour prévenir les situations d'arrêt de travail et favoriser le maintien dans l'emploi. Sur, euh, sur l'ambition de ce webinaire, nous allons commencer par poser le contexte et les enjeux. Puis, nous passerons à l'exploration d'une cartographie nationale des arrêts de travail. Ensuite, nous traiterons des résultats par secteur avant de découvrir les différents leviers permettant d'agir. Et puis, nous verrons quelques illustrations concrètes et les actualités réglementaires. Cela permettra de suivre avec ce plan facilement le déroulé de ce webinaire. Puis maintenant, on peut rentrer directement dans les propos introductifs pour comprendre comment ce sujet est si important. Parce que bon, pour rappel, le Conseil national de l'ordre des médecins définit l'arrêt de travail comme étant finalement une indemnisation par les organismes d'assurance maladie et les assureurs par le biais des indemnités journalières et des indemnités complémentaires. Et il repose sur la constatation médicale de l'incapacité de travail effectuée par le médecin traitant. C'est donc un acte médical avant tout et qui a une vertu thérapeutique destinée, excusez-moi, je raccroche ce truc, destiné à protéger la santé du salarié. Et derrière cet acte, il y a des impacts multiples, à la fois pour le salarié, pour l'entreprise, par le biais d'indemnités journalières et de revenus de remplacement, et puis qui induit aussi des coûts indirects, à la fois pour la société et par le biais des dépenses de santé qu'elle représente. Alors justement, à cet effet-là, on a quelques chiffres clés en termes de contexte qu'il convient de vous présenter et qui permettent justement d'illustrer et de mesurer l'ampleur du phénomène. Donc les dépenses d'assurance maladie atteignent 12 milliards d'euros, ne serait-ce que pour les arrêts de travail, 4 milliards d'euros pour les pour les arrêts de travail liés à des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Et entre 2017 et 2022, le montant total des indemnités versées a augmenté de 56%. En 2022, ce sont plus de 8,8 millions d'euros, d'arrêts de travail qui ont été délivrés. Et pour les entreprises, cela signifie à la fois une perte de productivité et des coûts supplémentaires. Pour les salariés, c'est souvent le signe d'une santé fragilisée. Donc ces chiffres montrent aussi l'importance de la prévention. Et voyons maintenant les objectifs de ce webinaire. Donc, notre objectif principal est relativement clair, c'est sensibiliser aux risques et à la prévention. Nous voulons préserver à la fois la santé des salariés et la performance des entreprises. Les objectifs complémentaires sont aussi de prévenir justement les risques d'arrêt de travail et de maladie et les accidents et maladies professionnelles. Le but est aussi d'accompagner les salariés dans le maintien en emploi et de maîtriser les dépenses liées aux indemnités journalières.
C'est pour ça que la MSA s'engage aussi à vous accompagner dans ces démarches. Et puis, je le disais, on peut passer à la suivante, Bénédicte. Prochaine slide. Voilà. Sur la cartographie, justement, nationale des arrêts de travail. Nous avons analysé les arrêts de travail dans les entreprises de 50 salariés et plus qui sont affiliées au régime agricole. Et en 2023, 55 601 salariés ont eu au moins un arrêt de travail, soit 7,7% de la population étudiée. Ce sont 75 973 arrêts qui ont été recensés, dont 88% pour la seule maladie. La durée moyenne est de 38 jours pour la maladie et 60 jours pour les accidents du travail et maladies professionnelles. Ces chiffres, ces données montrent aussi, enfin témoignent de l'importance justement d'agir en amont. Et donc, nous vous présentons les chiffres de cette étude, hein, et qui permet effectivement, par code NAF, de recenser à la fois le nombre de salariés concernés, les établissements également, en corrélation, et puis finalement la répartition des salariés selon les filières et leur établissement d'appartenance. C'est le premier secteur d'activité, on peut y passer, hein, qui est l'agriculture et l'aquaculture, regroupe finalement toutes les activités liées à la production agricole et qui recense pour eux quasiment 222 700 salariés, soit à peu près 30% de l'ensemble des salariés et presque la moitié des employeurs. D'au moins 50 salariés, hein. On est vraiment sur des entreprises de moins 50 salariés, un petit peu moins pour élargir notre webinaire. Le second regroupe les salariés du secteur financier et des assurances, donc les banques assurances, caisse de régime, caisse de crédit agricole, chambre d'agriculture, caisse MSA. Ce sont des établissements de taille plus importante. Ils ne sont que 5%, mais emploient quasiment 20% du personnel affilié, et donc quasiment 145 000 salariés. Nous avons ensuite les services administratifs avec 130 000 salariés, pour quasiment 19% des établissements et qui représentent 18% des salariés concernés. Et ainsi de suite, dans l'industrie manufacturière, 72 000 salariés, dans le commerce, 60 000, et l'action sanitaire et sociale, dans l'hébergement médico-social, plus de 21 000 salariés, ainsi que les autres établissements qui regroupent finalement les établissements d'enseignement, les activités de loisirs, les activités juridiques et comptables, qui emploient quasiment un peu plus de 70 000 personnes et représentent 10% des salariés du régime agricole. Donc là, au total, nous sommes bien sur une population de 722 200 salariés pour 4 223 établissements. Donc cette répartition permet justement d'avoir un petit focus sur euh, j'ai cru que mon micro était désactivé. Vous m'avez entendu? Excusez-moi, j'interromps. Juste la fin, ça a coupé, Ah mais ok, ouais. pardon, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Ok, bah on peut passer à la slide suivante. Merci Bénédicte. Donc là, on va s'intéresser à 55 000 salariés, hein. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que 55 600 salariés sur les fameux 722 200 que nous avons vus précédemment ont bénéficié au moins d'un arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail ou maladie professionnelle. Et 75 973 arrêts de travail concernent la maladie, ce sont 88% de ces arrêts de travail, et ont été indemnisés par la MSA à hauteur de quasiment 130 millions d'euros au titre des indemnités journalières. Pour les résultats généraux, pour les entreprises de moins de 50 salariés affiliés et selon la filière à laquelle ils appartiennent, on a fait une répartition des montants
des indemnités journalières qui ont été versées justement par l'organisme MSA en tant qu'assurance maladie au titre des indemnités journalières. Donc, pour l'agriculture, la sylviculture et l'aquaculture, ce sont 33 millions d'euros qui ont été versés. Les activités financières et d'assurance, 27 millions. 17 millions pour les activités de services administratifs et de soutien. L'industrie manufacturière, 22 millions d'euros. Le commerce, 8 millions d'euros. La santé et l'action sociale, 9 millions d'euros. Et 11 millions d'euros pour les autres secteurs regroupés, dont l'enseignement agricole. Donc là, vous avez vraiment le retracé des quasiment 130 millions d'euros, 130 millions d'euros versés au titre de l'assurance maladie, avec l'indice de fréquence qui est vraiment le rapport entre le nombre de maladies totales et les salariés concernés. Donc on voit que ce rapport, il est de 5,8%, en tout cas l'indice de fréquence des arrêts de travail liés à la maladie approche quasiment les 6 pour la filière pardon, agriculture, sylviculture et aquaculture, avec quasiment 1,3 d'indice de fréquence pour le nombre pour cette même filière en accident du travail, maladie professionnelle. C'est vraiment ce rapport entre nombre d'arrêts de travail et salariés concernés qui est à prendre en compte. Là qu'on se rend compte, on regarde des chiffres, mais ça peut être fluctuant d'une année à l'autre, que la santé et l'action sociale, il y a un indice de fréquence plus élevé concernant les arrêts de travail maladie que le secteur, par exemple, de l'agriculture, sylviculture ou aquaculture, avec des risques aussi d'accidents du travail, de maladies professionnelles plus importants que dans les autres secteurs. Mais on va rentrer dans le détail secteur par secteur par la suite. Donc, je vous propose de passer à la vue suivante, avec aussi un intérêt porté à la notion d'arrêt de travail en fonction de l'âge et de la reconnaissance d'une affection de longue durée. Donc, on se rend compte que finalement, avec l'avancée en âge, et c'est aussi le sujet de cette intervention, le risque finalement qu'un salarié soit positionné en ALD augmente, ainsi que le risque finalement d'arrêt de travail qui est lié, hein. Donc, on a une approche populationnelle en répartissant les salariés entre les moins de 20 ans, les 20-29 ans, les 39 ans, 40-50 ans, 50 ans et plus, ainsi que les personnes qui sont davantage près de la retraite, avec effectivement une prééminence, euh, enfin en tout cas une montée en charge progressive des salariés touchés par une affection de longue durée. Et donc qui suppose aussi une exonération du ticket modérateur au titre des prestations d'assurance maladie sur les prestations, notamment en nature ou autres liées à l'ALD. On peut passer à la suivante. Merci Bénédicte. Avec aussi une répartition du nombre d'arrêts de travail selon leur risque et leur durée. Donc, on se rend compte finalement qu'en accident du maladie et maladie professionnelle, la durée moyenne des arrêts de travail est de 60 jours et qu'il y a fortement une concentration pour des arrêts de travail d'une durée de 8 à 15 jours qui diminue en fonction de la durée. Et puis pour la maladie, la durée moyenne finalement d'un arrêt de travail est de 38 jours, mais la grosse majorité de ces arrêts de travail, hein, plus de 25 000 arrêts de travail, sont d'une durée inférieure à 8 jours. Voilà un peu ce qu'il fallait voir sur ce graphique, qui peut être aussi représentatif de ce que vous pouvez observer dans vos entreprises respectives, hein, où effectivement il y a une forte concentration d'arrêts de travail pour cause de maladie ou pour cause d'accident du travail, d'une durée inférieure à 8 jours finalement, la plupart du temps. On peut passer à la suivante. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec les résultats par secteur d'activité. Et en gros, pour les services, pour, euh, pour les activités dites
est agriculture, sylviculture et aquaculture, on a vraiment un indice de fréquence, on l'a déjà vu de manière un peu plus enfin, de manière un peu plus macro tout à l'heure, avec un indice de fréquence de 5,8%, qui est inférieur finalement au niveau de la moyenne nationale, et des arrêts de travail finalement de moins de 8 jours, qui représenteraient un peu plus un tiers des arrêts de travail, et forcément une durée moyenne d'arrêt de travail de 40 jours, hein. Pour les accidents du travail, l'indice de fréquence est de 1,3%, une proportion d'arrêts liés à des accidents ou maladies professionnelles de 20%, et une durée moyenne de 65 jours d'arrêt de travail dans ce secteur. Sur les activités financières et assurances, un indice de fréquence d'arrêt de travail un peu plus élevé, hein, il est quasiment de 13%, une part d'arrêt de travail de moins de 8 jours approchant les 45%, presque un arrêt sur deux de moins de 8 jours, pour une durée moyenne de 36 jours. Et s'agissant du risque d'accident du travail, maladie professionnelle, dans le secteur tertiaire, il est un petit peu moins élevé, hein, donc 0,2%, qui représente quand même une proportion de 2%, avec une durée moyenne de 55 jours. Les services administratifs et de soutien, où l'indice de fréquence des arrêts de travail est de 6,5%. Les arrêts de travail de moins de 8 jours approchent également les 50%, hein, c'est 40%, donc un peu moins d'un arrêt sur deux, pour une durée moyenne d'arrêt de travail de 35 jours. S'agissant des accidents du travail et de maladies professionnelles, on est là aussi dans le secteur tertiaire, 1,8%. C'est quand même quasiment un cinquième en termes de proportion, pour une durée moyenne de 50 jours. Pour l'industrie manufacturière, on est sur un indice de fréquence d'arrêt de travail de 13%. Là aussi, les arrêts de travail de moins de 8 jours sont inférieurs à 50%, mais approchent quand même d'un arrêt sur deux, avec une moyenne de 40 jours, un arrêt de travail, en arrondissant. Sur les maladies, sur le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, on est sur une proportion, sur un indice de fréquence de 2,2%, une proportion un peu inférieure à celle qu'on a vue précédemment, 15%, et puis avec une durée de travail, d'arrêt de travail qui est bien supérieure et qui passe à 70 jours. Dans le commerce, on retrouve une tendance proche finalement de celle du secteur administratif, avec un indice de fréquence de 7%, une part d'arrêt de travail de moins de 8 jours de l'ordre de 38%, et une durée moyenne d'arrêt de travail à peu près équivalente à celle que l'on voyait dans les services administratifs, approchant les 40 jours. Pour le risque d'arrêt de travail lié à des maladies professionnelles ou à un accident du travail, on est sur un indice de fréquence de 1%, une proportion bien inférieure de 12%, et puis une durée moyenne qui réduit aussi et qui est de 56 jours. Pour l'action sanitaire, pour la santé et l'action sociale, un indice de fréquence élevé également, hein, de 30%, une part d'arrêt de travail de moins de 8 jours qui correspond globalement à ce que l'on voyait précédemment, hein, 39%, avec une durée moyenne d'arrêt de 42 jours, et un indice de fréquence sur le risque accident du travail, maladie professionnelle de 4%, une proportion d'arrêts liés à des accidents de travail ou de maladie professionnelle de 13%, et une durée moyenne d'arrêt de travail lié à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, pardon, de 65 jours. Donc on est aussi là dans la fourchette haute. On avait vu tout à l'heure que la fourchette haute approchait des 70 jours. Là, on est à 65 jours. Donc on est aussi dans la fourchette haute. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Oui, nous avons eu une question qui, on demande quel est le taux dans le régime général? Ah, alors là, on est parti sur un focus qui est propre au régime agricole. Donc les chiffres du régime général, je ne les connais pas.
Je vais essayer de me renseigner pour avoir ces chiffres-là et pouvoir les communiquer ultérieurement. Et là, on est vraiment sur le régime agricole. Il y avait Bonjour, également une... j'en profite. Alors peut-être que je peux Ah bah, aussi un merci peu Juliette. compléter. Je me suis renseignée en parallèle. Donc Juliette Châtelu, moi je suis sous-directrice à la MSA Berry-Touraine. Donc Anne-Sophie, par rapport à ta question sur la comparaison, c'est vrai que comme le disait Amédée, ce qui est compliqué en termes de comparaison, c'est que là on vous présente une étude qui est centrée sur l'année 2023 sur le régime agricole et avec en plus la spécificité de cibler uniquement les salariés des entreprises d'au moins 50 salariés. Donc on voit que le périmètre est déjà assez précis. Néanmoins, à titre d'information, si vous voulez avoir voilà, quelques ordres de grandeur côté régime général, si on part là du coup sur voilà, sans appliquer de critères de distinction, notamment par rapport au nombre de salariés, au régime général, en 2023, il y avait eu 28% de salariés qui avaient eu au moins un arrêt indemnisé au cours de l'année. Donc voilà, donc 28% des salariés, tout régime confondu, enfin, en tout cas régime général, qui ont eu un arrêt en 2023, alors que là, sur les chiffres qu'on présente, on est vraiment sur un périmètre strictement agricole et et pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, je vais vous mettre dans le fil de discussion le lien si vous voulez retrouver voilà, ces données comparatives, même si encore une fois, il faut avoir de la prudence quand on compare nos deux régimes. Merci Juliette pour ton intervention. Y a-t-il d'autres questions? Il y a eu une question dans le fil de discussion, mais Juliette a répondu. Si la question Ok, était, est-ce que le périmètre est national? c'est Et bien un donc, périmètre oui, voilà. Mais national. on l'a bien répondu. Voilà. Merci. Bah, je pense qu'on peut passer à la suite, du coup, Bénédicte, notamment sur les différents parcours. Alors, Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente Marilyn Pestel. Je suis responsable du domaine solidarité au sein de la MSA Berry-Touraine. Parmi les leviers ou les dispositifs qui sont en place au sein du réseau MSA pour la prévention de la désinsertion professionnelle, on a un parcours qui s'appelle le PDP et qui est donc proposé au sein de nos deux MSA, Berry-Touraine et Bosqueur de Loire. Donc, c'est un parcours d'accompagnement qui engage différents services dans nos caisses respectives, hein, donc le service social, le service SST, le service contrôle médical, ainsi que des partenaires extérieurs qui gravitent autour de l'insertion professionnelle et la non-désinsertion. Donc, ce parcours, il a vocation à recenser les personnes qui sont en arrêt de travail de longue durée et de pouvoir les accompagner sur leur reprise dans l'emploi ou l'adaptation de leur poste de travail en lien du coup avec les entreprises et l'adaptation au poste de travail pouvant être soit une adaptation sur le même poste, soit une réorientation vers un autre service ou un autre poste dans l'entreprise. Donc, c'est un parcours qui est vraiment en lien avec l'accompagnement social et médical du salarié. Donc, au cours de ce parcours, hein, il y a quatre étapes qu'on appelle dans notre jargon le T0, T1, T2, T3. Et en fait, au regard de la situation de la personne à accompagner, on est soit sur un dispositif, le T0 étant l'accompagnement de la personne vers des actions ciblées, des actions collectives hein, qui peuvent lui permettre de se rendre compte qu'elle n'est pas seule dans cette situation d'arrêt de travail, mais que le retour vers l'emploi peut être organisé et accompagné. Et puis après, les graduations de T1 à T3, c'est selon la situation de la personne.
c'est l'accompagner dans son parcours, comme je le disais au préalable, soit vers une reprise à temps partiel de son travail pour vérifier que son état de santé peut permettre une reprise partielle du travail, ou alors il y a un risque avéré de désinsertion professionnelle parce que le travail n'est plus du tout en adéquation avec son état de santé. Donc là, il y a un travail qui est fait avec les structures type Cap Emploi, le contrôle médical, le service SST de la MSA et le travailleur social pour vérifier s'il y a une possibilité d'adapter le poste ou alors sur le T3 dans notre jargon, c'est plutôt là orienter la personne vers soit un autre emploi dans l'entreprise ou une réorientation complète de son parcours professionnel. Donc, quelques chiffres par rapport à ce parcours d'accompagnement, hein. Donc, je le précisais, c'est vraiment un parcours qui est mis en place au sein du réseau MSA dans sa globalité. Donc, 35 caisses pour le réseau MSA. Donc, les chiffres que vous avez dans la présentation, ce sont les données nationales. Donc, sur ce parcours, en 2022, il y a eu 17 851 accompagnement de fait sur le parcours PDP, 24 326 en 2023. Donc, on voit qu'il y a quand même eu un taux d'évolution de 36% entre l'année 2022 et l'année 2023. Ça veut dire que ce parcours a toute sa pertinence et qu'on a une dynamique autour de l'accompagnement des personnes qui sont en arrêt de travail. Donc, dans l'encart bleu sur votre droite, ce sont des données nationales. Donc, par rapport à la tranche d'âge, on est plutôt sur une tranche d'âge de 41 à 55 ans, plutôt une population masculine à 86%. Au niveau des diplômes, on est plutôt sur des CAP, BEP. 63% des accompagnements concernent des salariés qui sont plutôt en situation de CDI et avec au niveau national la, la, la- excusez-moi, le maraîchage et l'horticulture, donc je trouve pas les mots, pardon. La filière, excusez-moi, la filière la plus représentée étant le maraîchage et l'horticulture. 51% donc des personnes étaient sur des arrêts maladie et non pas des maladies professionnelles ou autres. Et puis 89% des personnes accompagnées étaient sur des arrêts de plus de 3 mois. Et donc ensuite, vous avez dans le tableau qui est un petit peu plus visible, ce sont les données qui concernent vraiment nos deux MSA respectives et les données 2024. Donc, sur les assurés qui sont accompagnés lors de nos CPO, hein, qui sont donc nos commissions euh, qui accompagnent ce parcours de prévention de désinsertion professionnelle. Donc, en 2024, sur la MSA Beauce Cœur de Loire, il y a eu 14 accompagnements de fait. Donc, 5 salariés et 7 non-salariés et un conjoint collaborateur. Sur la MSA Berry-Touraine, 77 accompagnements, 26 salariés, 51 exploitants. Les populations accompagnées les plus représentées sont, pour nos deux caisses respectives, plutôt un public féminin, avec une tranche d'âge entre 41 et 55 ans. Nous sommes également sur des données identiques sur nos deux caisses sur le type d'arrêt de travail qui est plutôt des arrêts de travail maladie avec des durées de plus de 3 mois. 7 accompagnements sur Beauce-Cœur de Loire et 42 sur Berry-Touraine ont un statut de RQTH, donc reconnaissance de travailleurs handicapés.
Le statut du salarié ou de l'exploitant était plutôt donc du CDI. Et les filières les plus représentées, bon voilà, vous avez sur Bosqueur de Loire plutôt la polyculture, l'élevage, hippisme, viticulture, vinification, petit élevage, les animaux, le maraîchage et l'horticulture. Et sur Berry-Touraine, on est surtout sur du maraîchage, horticulture, la vitie et polyculture et élevage. L'issue de l'accompagnement qui a été fait, donc c'est surtout un maintien dans l'emploi qui a pu être conservé, donc pour 13 personnes sur Bosqueur de Loire et 30 accompagnements sur Berry-Touraine et un reclassement en interne dans l'entreprise, donc 2 reclassements dans l'entreprise pour Bosqueur de Loire et 10 reclassements possibles au sein de l'entreprise pour la MSA Berry-Touraine. La vue suivante, Bénédicte. Voilà, après on passe sur l'autre service qui accompagne la PDP. Donc je vais laisser la main à mes collègues. Donc, Sauf bonjour à tous. Arlette Rébert, je suis le médecin-chef du service médical, du contrôle médical de la MSA Beauce-Cœur de Loire. Et donc, en région centre, on a un service médical donc, dans chacune des 2 caisses et les services du contrôle médical sont composés de médecins conseils et d'agents administratifs. Et aux côtés du service santé au travail et du service social, le service du contrôle médical contribue à la prévention de la désinsertion professionnelle au travers d'actions collectives. Et je dirais même de façon plus globale, toutes les actions collectives que l'on peut mener dans le domaine de la prévention santé contribuent à la prévention de la désinsertion professionnelle. Si je prends par exemple une conférence que l'on peut animer sur les comportements favorables à adopter pour avoir un équilibre alimentaire, pour l'activité physique adaptée, pour le dépistage des cancers ou pour la vaccination, eh bien, ces actions contribuent, certes indirectement, mais contribuent à la prévention parce que de la désinsertion professionnelle, parce qu'on peut supposer qu'on va limiter le risque de pathologie et donc limiter les arrêts de travail et donc éviter le risque de désinsertion professionnelle. À côté de ces actions collectives, les médecins conseils donnent également des avis sur les salariés et les non-salariés agricoles, sur le suivi de l'arrêt de travail, et le médecin conseil donne un avis sur la justification médicale de l'arrêt de travail. À côté des avis sur l'arrêt de travail, le médecin conseil est amené également à donner des avis sur d'autres prestations. Par exemple, un assuré qui est en arrêt de travail de longue durée notamment, le médecin conseil à un moment donné va se prononcer sur la stabilisation de l'arrêt de travail et pouvoir statuer sur une éventuelle mise en invalidité. En accident du travail, maladie professionnelle, le médecin conseil va également assurer le suivi de cet arrêt de travail dans le cadre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle et à un moment donné va se prononcer sur la guérison ou la consolidation et faire une évaluation des séquelles secondaires à cet accident ou cette maladie professionnelle. Le médecin conseil travaille, bien sûr, comme on vous l'a dit précédemment, en collaboration avec le service social et le service santé au travail, c'est-à-dire que dans le cadre du suivi d'un arrêt de travail d'un assuré, si on pense qu'il y aura des difficultés prévisibles à la reprise du travail, à ce moment-là, on sollicite le service santé au travail. Si l'assuré nous fait part de difficultés sociales, eh bien, on va l'orienter vers le service social. Donc, vous voyez que c'est vraiment un travail de partenariat et un travail pluridisciplinaire. Je voudrais faire un focus sur le temps partiel thérapeutique. C'est toujours la diapo précédente. Le temps partiel thérapeutique, c'est un dispositif qui permet de faciliter le retour au travail d'un salarié qui, en général, a eu un arrêt de travail de longue durée précédemment. Donc, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est à visée thérapeutique
Et donc, pendant ce temps-là, c'est une période d'adaptation pour qu'il puisse reprendre progressivement une activité et faire en sorte que ça se passe dans de bonnes conditions. Le temps partiel thérapeutique doit être prescrit par un médecin qui suit l'assuré, par le médecin de soins. Le médecin conseil doit donner son accord et ensuite, il appartient à l'employeur de donner également son accord et de mettre en place avec le médecin du travail les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce temps partiel thérapeutique. Ce qui est important de noter, c'est que, comme son nom l'indique, le temps partiel thérapeutique, c'est vraiment revenir progressivement dans le monde du travail, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas vocation à être pérenne. Le temps partiel thérapeutique a pour objectif de déboucher sur une reprise progressive du travail à temps plein. Après, les conditions de ce temps partiel thérapeutique et notamment le pourcentage d'activité, ça c'est quelque chose qui est étudié, qui est déterminé par l'employeur en collaboration avec le médecin du travail. Sur la diapositive suivante, donc je vous ai dit que le médecin conseil suit l'arrêt de travail des assurés et le médecin conseil met des échéances, c'est-à-dire des dates, fixe des dates à laquelle il souhaite que l'arrêt de travail lui soit soumis pour qu'il puisse à nouveau statuer et prendre une décision. Les arrêts de travail en maladie, en affection de longue durée, administrativement, le droit aux indemnités journalières est limité à 3 ans et tous les arrêts de travail qui sont à quelques mois de cette échéance sont soumis systématiquement au médecin conseil pour avis. Les arrêts de travail répétitifs, qui est souvent une préoccupation des employeurs, c'est une action qui est menée en assurance maladie, aussi bien au régime général qu'en MSA depuis 2012. Donc, vous voyez que ce n'est pas récent. L'objectif, c'est de contrôler les assurés qui ont des arrêts de travail qui sont répétés sur une période donnée et qui pourraient être susceptibles, en tout cas, d'être dans une situation d'utilisation abusive des arrêts de travail, de fait, bien sûr, leur répétition. Donc, tous ces arrêts de travail sont soumis au contrôle médical, à l'avis du médecin conseil. Alors, qui dit arrêt répétitif ne veut pas dire obligatoirement que l'arrêt n'est pas médicalement justifié. On a des personnes, par exemple, qui sont en situation de handicap, qui travaillent dans des structures spécialisées et pour lesquelles on a régulièrement des petits arrêts de travail, mais des arrêts de travail qui sont relativement répétés. Après, on peut avoir des arrêts de travail qui sont répétés, qui ne sont pas nécessairement justifiés. Et là, on peut stopper l'arrêt de travail, on peut mettre la personne sous surveillance, c'est-à-dire qu'on l'informe que si elle a un nouvel arrêt, eh bien, l'arrêt sera soumis au médecin conseil et elle pourra être convoquée au service du contrôle médical. Il y a des actions qui concernent des pathologies plus spécifiques, des pathologies qui sont ciblées. C'est la diapositive suivante. Parce qu'on sait que ce sont des pathologies qui sont très pourvoyeuses d'arrêts de travail et notamment les arrêts de travail pour tout ce qui concerne une pathologie lombaire mécanique. Eh bien, très tôt, chez ces assurés, on va envoyer une auto-évaluation à l'assuré et on va envoyer un questionnaire au médecin traitant pour lui demander des renseignements médicaux. Et à réception de ces documents, le médecin conseil se positionnera sur la justification médicale de l'arrêt de travail. Donc, soit il pourra dire « je justifie encore l'arrêt » et il met une échéance un peu plus tardivement, soit il décide de convoquer et de voir dès à présent l'assuré. Donc là, c'est vraiment une étude attentionnée sur ces pathologies, sur les arrêts de travail qui sont en lien avec ces pathologies lombaires mécaniques. Tous les arrêts de travail, qu'ils soient en accident du travail, en maladie professionnelle ou en maladie, quand ils arrivent à 12 mois d'arrêt,
eh bien, ces arrêts sont soumis systématiquement de toute façon à l'avis du médecin conseil avec une convocation. Et à cette occasion, si cela n'a pas été fait auparavant, le médecin conseil fera un bilan médical, mais aussi social, comme je disais tout à l'heure. S'il y a des difficultés, il l'orientera vers le service social, mais aussi professionnel, avec orientation vers le service santé au travail s'il y a des difficultés prévisibles à la reprise du travail. Dans tous les cas, le bilan sera fait à 12 mois pour ceux qui n'ont pas été vus auparavant. Il y a peu d'arrêts qui arrivent à 12 mois. Mais s'il n'a pas été vu auparavant, il y aura un bilan qui sera fait au 12e mois. Une autre pathologie qui suscite une attention particulière, c'est toutes les affections, c'est la diapositive suivante, ce sont toutes les affections psychiatriques ou psychologiques, tout ce qui concerne les troubles psychiques. Il faut savoir que selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 4 sera touchée à un moment de sa vie par un trouble psychique. Alors, qui dit un trouble psychique ne veut pas dire forcément une pathologie lourde, forcément. Ça peut être par exemple des pathologies pour troubles psychiques suite à un décès d'un proche, par exemple, suite à un accident, je dirais, de la vie, quel qu'il soit. Dans tous les cas, ces arrêts sont systématiquement très tôt soumis à l'avis du médecin conseil, avec une convocation assez précoce également, et une attention toute particulière est portée sur ces arrêts de travail quand il y a une situation en lien avec le milieu professionnel, afin de très tôt faire intervenir, si besoin, le service santé au travail ou les autres services, et puis statuer sur cet arrêt. Donc vraiment un focus sur les arrêts de travail en lien avec la pathologie lombaire, avec tout ce qui la pathologie psychique au sens large du terme, et puis de toute façon tous les arrêts qui arrivent à 12 mois et les arrêts répétitifs. Il faut savoir que pour les dossiers, pour tous ces arrêts, que ce soit la pathologie lombaire psychiatrique ou les arrêts de travail à 12 mois, eh bien, il y a une concertation qui est faite entre les médecins conseils sur les dossiers qui sont plus complexes, qui justifient une prise de décision collégiale. Et une fois par mois, on a ce que l'on appelle une réunion de supervision pour harmoniser les pratiques et pour échanger sur ces dossiers complexes, notamment par rapport à ces pathologies que je viens de citer. Merci de votre attention. Y a-t-il des questions? Alors, il y a juste une question sur la disponibilité du replay. Donc oui, je confirme, on vous mettra à disposition le lien, et notamment en Berry-Touraine, et je pense que ça doit être pareil pour les collègues de Bosqueur de Loire. On peut retrouver sur le site msa.fr, avec communiquer le lien, l'ensemble des webinaires qu'on présente auprès des entreprises. Donc on vous transmettra ça. Merci Juliette. Bon, on va passer à la suite avec l'intervention du docteur Angot, notamment sur les sujets de prévention de désinsertion professionnelle, toujours, hein, mais avec l'approche du docteur Angot au titre du service de santé et de sécurité au travail. Bonjour, donc je suis le docteur Emmanuel Angot, je suis le chef du service santé et sécurité au travail de la MSA Berry-Touraine. Alors, la mission des services SST, c'est la préservation de l'état de santé des personnes en situation de travail. Nous l'exerçons au travers de 3 lignes d'action: le suivi individuel de l'état de santé, les visites, la prévention des risques professionnels, qu'elles soient primaires, secondaires ou tertiaires, et puis la prévention de la désinsertion professionnelle. In fine, l'objectif demeure le maintien en emploi dans les meilleures conditions possibles. Et donc, via le prisme de l'arrêt de travail, le prisme de l'arrêt de travail constitue une situation à risque en matière de maintien dans l'emploi. Plus il est long, plus le retour en emploi est complexe. Donc, le message clé,
c'est anticiper. Anticiper via une visite de pré-reprise, et c'est donc une visite pendant l'arrêt de travail. Anticiper les conditions de cette reprise, aussi bien avec le salarié qu'avec son employeur. Anticiper les freins et les leviers autour de cette reprise, et il y en a toujours. On a toujours des frictions qu'on peut anticiper, on a toujours des opportunités qu'on peut exploiter. Anticiper en amont les risques d'arrêt de travail et les risques de récidive d'arrêt de travail. On sait par expérience qu'on a des situations à risque, aussi bien en matière de troubles musculo-squelettiques que risques psychosociaux, à risque d'arrêt de travail. Et donc, il faut qu'on progresse en matière d'anticipation de ces risques. Anticiper enfin la coordination des acteurs qui vont permettre d'être des multiplicateurs de puissance en termes de maintien en emploi et en termes de prévention des insertions professionnelles. Donc, c'est vraiment mon message clé, anticiper. Plus le temps s'écoule, plus la situation d'arrêt de travail, qu'il s'agisse d'arrêt de travail long ou d'arrêt de travail répétitif, se prolonge, plus le retour en emploi est complexe. Diapositive suivante, s'il vous plaît. À vous présenter les nouveautés, ou plus exactement les évolutions réglementaires, surtout post-loi santé au travail de 2021 et ces décrets d'application qui se sont étalés entre 2021 et 2023. C'est donc des choses qui sont assez récentes et pas totalement encore appréhendées par l'ensemble des acteurs. Je reviens sur la visite de pré-reprise. Donc, cette visite de pré-reprise pendant l'arrêt de travail, elle est possible dès 30 jours d'arrêt de travail. L'employeur, lorsque le fil n'est pas rompu, lorsqu'il dialogue encore avec son salarié, est un des acteurs de cette visite de pré-reprise, puisqu'il peut la susciter en rappelant son importance, même si, in fine, elle va être à l'initiative donc du salarié ou de son médecin traitant. Donc, visite de pré-reprise, visite très importante, puisqu'elle permet de mettre la reprise du travail comme un objectif, alors qu'on est encore en situation d'arrêt de travail. Son corollaire, c'est la visite de reprise, obligatoire dans les accidents du travail, dans les maladies professionnelles, pour la maternité, mais également pour tout arrêt de travail qui a duré plus de 2 mois, plus de 60 jours. C'est au cours de cette visite de reprise qu'on sera aménagé à éventuellement préconiser des aménagements du poste de travail. Et donc, ça met encore plus en exergue l'importance de la visite de pré-reprise, puisque si tout ça a pu être travaillé en amont, cette reprise sera plus fluide, plus fiable. Troisième évolution réglementaire, le rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison, ce n'est pas une visite médicale, c'est un rendez-vous qui permet la reprise du contact entre un salarié et un employeur et qui vient quelque part traiter la zone grise. L'arrêt de travail, c'est une interruption du contrat de travail. Donc, certains employeurs pouvaient avoir des réticences ou une précaution pour maintenir le contact. En miroir, les salariés en arrêt de travail pouvaient sentir de la distance entre eux et leur employeur ou leurs collègues de travail, au moins sur le plan formel. Le rendez-vous de liaison permet, soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, de générer un échange en présentiel ou en distanciel pendant l'arrêt de travail pour évoquer les conditions de la reprise de l'activité. Je préconise de systématiser cette demande de rendez-vous de liaison au-delà de 3 mois, sauf dans les situations
où l'arrêt de travail se prolonge pour des raisons très évidentes. Je vais prendre l'exemple d'un accident de la voie publique ou d'un accident sportif avec une intervention chirurgicale. L'arrêt de travail est long, mais l'issue est assez connu et on sait pourquoi il est long. Mais dans toutes les situations où l'arrêt de travail est long et où on s'interroge sur les conditions de la reprise de l'exercice professionnel, il faut proposer ce rendez-vous de liaison. Quatrième évolution, l'essai encadré, c'est une disposition réglementaire nouvelle qui permet, toujours pendant l'arrêt de travail, de faire tester l'activité, soit l'activité antérieure aménagée, soit une nouvelle activité. Le but, c'est de vérifier aussi bien pour le salarié que pour l'employeur que la tenue du poste de travail est possible. Donc cet essai encadré, il peut durer quelques jours. Il est limité d'ailleurs à 14 jours. Il permet donc de se rassurer mutuellement sur les conditions de la reprise. Alors, il y a différents types d'essais encadrés plus ou moins complexes, mais retenez déjà aujourd'hui cette option de pouvoir faire un test, un essai pendant la durée de l'arrêt de travail. Les téléconsultations qui sont un levier pour les salariés qui ne peuvent pas se déplacer, notamment pendant l'arrêt de travail du fait de leur état de santé. Ça ne permet pas toujours une évaluation clinique complète, mais ça permet une prise de contact. Et cette autorisation de la téléconsultation, c'est une façon d'anticiper encore une fois la visite de pré-reprise, de commencer à échanger sur les conditions de la reprise, qu'elles soient totales ou progressives. Et donc, c'est un autre moyen, un autre levier d'anticipation. La visite de mi-carrière, là, on quitte le temps de l'arrêt de travail, mais on est toujours dans l'anticipation. C'est une visite aux alentours de 45 ans qui va permettre d'évaluer la capacité du salarié à poursuivre et donc d'anticiper d'éventuelles difficultés liées à l'évolution du parcours professionnel, à l'usure, à la pénibilité. Donc un levier encore une fois d'anticipation. Et puis toujours, indépendamment de ces évolutions réglementaires, des leviers importants, la visite à la demande de l'employeur, les études, les aménagements de poste, et puis le temps partiel thérapeutique qui a déjà été largement évoqué par le docteur Robert. Donc voilà pour ce court focus sur arrêt de travail, anticipation et place des services de santé et sécurité au travail. Et je reste disponible évidemment s'il y a des questions ou des points à préciser. Merci pour votre intervention, docteur Angot. Je profite de ce moment pour savoir s'il y a des questions justement sur les sujets d'articulation entre contrôle médical, services sociaux ou santé sécurité au travail, sur les sujets justement de prévention, de la désinsertion professionnelle ou de maintien en emploi. On a une question dans le fil de discussion. Peut-être que le docteur Angot, vous pouvez nous éclairer. Donc, comment l'essai encadré est-il mis en place? Faut-il faire une déclaration à la MSA? Donc, comment ça se passe concrètement? Alors, l'essai encadré, il peut être mis en place à la demande initiale du salarié ou de l'employeur. Évidemment, il faut que les deux soient d'accord. Une fois que le principe est retenu, on a trois accords à recueillir formellement. Celui du médecin traitant qui a prescrit l'arrêt de travail, puisque on va donc faire quelque part une interruption en matière d'activité de cet arrêt de travail. Le médecin conseil qui, lui, va s'assurer que cet essai va bien se réaliser
pendant la période d'arrêt de travail, et donc, comme ça a été dit précédemment, que cet arrêt de travail peut être prorogé jusqu'à cette date, et puis le médecin du travail qui va l'aménager. Euh, c'est un dispositif qui peut être assez souple lorsque c'est un retour dans l'entreprise et au même poste ou au même poste aménagé, euh, puisque le recueil des signatures que j'ai évoqué peut être assez rapide. On a un protocole préétabli et au sein des caisses, avec le guichet unique, les acteurs sont en proximité et c'est d'ailleurs les mêmes acteurs que ceux qui siègent dans la cellule, dans la CPO. Donc, en matière de désinsertion professionnelle, donc du coup, on est rodé à ce dialogue en interne. Donc, initiative salarié ou employeur, un tuteur au niveau de l'employeur et dans le cas le plus fréquent, reprise du poste antérieur, plus ou moins aménagé, euh, voire reprise sur un autre poste de l'entreprise lorsque on est dans une entreprise où il y a suffisamment de postes de travail et une différence au sein de ces postes de travail. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, je ne sais pas si vous avez le fil, docteur Angot, donc je confirme, ça répond à la question et vous avez ses remerciements. Oui, j'ai vu le fil, Juliette, merci. Eh bien, nous allons poursuivre sur un autre registre, hein, après justement les sujets liés à la santé au travail, au contrôle médical ou à ou aux services sociaux. On va aborder le circuit de signalement. Alors, le circuit de signalement, on peut passer à la suivante, hein. Il s'agit effectivement de, d'identifier les leviers dont disposent les employeurs pour signaler euh, tout arrêt de travail qu'ils pourraient considérer comme abusif de la part d'un de ses salariés. Donc, ce que je tiens à rappeler aux employeurs que vous êtes, c'est qu'effectivement, vous êtes tout à fait en droit de porter à la connaissance de la caisse lorsque vous considérez qu'un arrêt de travail peut être suspect ou abusif. Guider ou plutôt cibler votre demande par le biais d'un courrier, justement, soit vers les services administratifs, soit vers le contrôle vers le service, pardon, du contrôle médical. En tout état de cause, le service qui sera saisi assurera une réponse à l'employeur. Cette réponse sera bien entendu se fera dans le cadre du respect du secret médical, hein. Et donc effectivement, lorsque le service administratif est saisi, il analyse la demande et l'oriente, le cas échéant, vers un des services, vers le service en tout cas de contrôle de la MSA s'il le souhaite. Donc un contrôleur externe peut tout à fait se saisir euh, d'une opération de contrôle pour s'assurer que l'arrêt de travail n'est pas abusif. Le service médical a également son rôle à jouer, toujours sous respect de la confidentialité du secret médical, et le médecin conseil peut tout à fait convoquer un salarié pour, euh, pour vérifier ce qu'il en est en termes de, de pathologie et d'arrêt de travail liés à sa pathologie. Donc là aussi, et le docteur Reber l'a rappelé tout à l'heure, en fonction des situations, il peut être amené à prononcer la suspension du versement des indemnités journalières servies aux salariés. Oui, à m'aider peut-être, c'est Arlette Trébert Oui, pour oui. compléter. Donc, nous, au niveau du service du contrôle médical, quand on reçoit un signalement
d'un employeur sur l'un de ses salariés. Donc effectivement, on étudie le dossier, le médecin conseil va étudier le dossier, on fait un retour, on fait un courrier de réponse à l'employeur pour l'informer qu'on a bien réceptionné son courrier. Il est bien évident, comme disait Amédée, qu'on ne peut pas vous transmettre d'informations de nature médicale, ni vous donner des informations sur les pathologies. Par contre, on vous fait un courrier pour vous informer qu'on a bien réceptionné votre signalement et qu'il a été pris en compte. Merci Arlette pour ces précisions. Donc en tout état de cause, la demande est analysée et en tout état de cause, une réponse est faite avec du coup une information à l'employeur sous réserve des aspects médicaux. L'employeur dispose, on peut passer à la suivante également, d'un autre moyen parce qu'il peut effectivement aussi solliciter la plupart du temps, ce sont des prestataires, des prestataires de services, une expertise à ses frais auprès d'un médecin privé. Il s'agit de médecins contrôleurs de l'absentéisme, et donc l'employeur est tout à fait qui servirait, en tout cas, qui servirait par exemple dans le cadre de la subrogation à un revenu de remplacement, ou qui suspecterait un arrêt frauduleux ou abusif, peut tout à fait mandater un médecin contrôleur de l'absentéisme qui, lui, se présentera auprès du salarié à son domicile pour justement vérifier l'état de santé et vérifier si l'arrêt de travail est justifié. Dans ce cas-là, si l'arrêt de travail n'est pas justifié, ben, il n'a pas à maintenir, le complément de salaire. S'il ne suspend pas pour autant la part d'indemnité journalière, il peut aussi procéder, suite à cette expertise, à un signalement auprès de l'organisme de sécurité sociale. Donc, ça, c'était aussi un des moyens dont disposent les employeurs, quelquefois au titre des contrats de prévoyance. Il existe un service qui peut diligenter ces contrôles à la demande de l'employeur. Voilà, et c'est tout à fait conforme à la législation et à la réglementation en vigueur. Sur ce sujet-là, y a-t-il des questions concernant cette pratique? Non, j'ai pas l'impression. Donc, bah, écoutez, je vous propose de Amédée, passer. pardon, excuse-moi, Oui, il y a juste pardon. une question. Donc, je la lis. Est-ce que ces contrôles s'appliquent dans le cadre daté, donc je pense que c'est d'arrêt de travail et pas accident de travail. Donc, est-ce que ces contrôles s'appliquent dans le cadre d'arrêt de travail en relation avec une ALD? Oui, il n'y a pas de, Il n'y a voilà, pas il de n'y a pas de limite. distinction, que ce soit Non. une ALD ou pas d'ALD. C'est une faculté dont dispose l'employeur qui est à son initiative, il faut nécessairement passer par un médecin. Voilà. Il y a des prestataires qui existent, on les trouve en ligne, on peut les mandater. En général, ça coûte dans une centaine, entre 100 et 200 euros pour mandater un salarié. Ça peut être le cas dans des arrêts répétitifs ou suspects que pourrait considérer l'employeur. Est-ce que je réponds, on a répondu à la question, il y en a peut-être d'autres, Juliette? Non, pas d'autres Non, questions. c'est bon. Je pense qu'on a répondu. Merci. Eh ben, je vous propose du coup de passer à à un autre sujet qui concerne les illustrations d'actions de soutien et d'accompagnement conduites par la MSA, notamment par les services sociaux, les travailleurs sociaux ou des organismes Bosqueur de Loire et Berry Touraine. Je vais laisser la parole à Marlene Pestel et Aline Delalande, pardon, sur ce prochain sujet. Oui, merci Amédée. Donc, sur la slide que vous avez en présentation, là, ça reprend du coup tous les dispositifs qui vous ont été présentés là depuis le début du webinaire, avec les différents leviers, les différentes actions qui peuvent être mises en place. Juste pour rajouter un point qui n'a pas encore été évoqué sur l'aide psychologique, qui est également un axe phare des accompagnements qui sont proposés
au sein des caisses de MSA. Donc, le soutien psychologique qui passe par la mise en place depuis 2022 de cellules de prévention du mal-être au sein de chaque caisse de MSA. Donc, soit le référent mal-être est rattaché au service santé sécurité au travail pour côté Bosqueur de Loire, soit côté action sociale pour Berry-Touraine. Mais le rôle du référent est le même dans chaque caisse et travaille en étroite collaboration avec tous les services présents là ce matin sur le webinaire, hein, le contrôle médical, la SST et les travailleurs sociaux. Et remettre aussi en avant le numéro Agri-Écoute, qui est le numéro national sur lequel chacun peut contacter dès lors qu'on est soit soi-même en situation de mal-être ou besoin d'une écoute, ou si on est plus sur un volet sentinelle et que nous sommes interpellés par une situation de mal-être de quelqu'un qui nous est proche. Donc, il y a aussi tout ce volet soutien psychologique qui est important dans le réseau MSA et qui parfois est très impacté sur les personnes qui sont en situation d'arrêt de travail. Donc ensuite, avec Aline de Lalande, on va vous présenter 3-4 actions spécifiques que nous mettons en place avec les travailleurs sociaux au sein de notre réseau et qui souvent sont des actions qui accompagnent les publics en arrêt de travail. Bonjour à tous, je suis Aline Delalande, travailleure sociale donc à la MSA Bosqueur de Loire. Donc comme l'évoquait Madame Pestel, donc nous menons avec la caisse Berry-Touraine donc des actions pour essayer d'aller vers les assurés agricoles en problématique de santé pour essayer de anticiper au maximum les difficultés et favoriser un maintien en emploi. Donc, nous menons donc les deux caisses donc mènent des actions au travers notamment d'un courrier d'un courrier de mise à disposition des travailleurs sociaux qui peut être adressé soit par mail, soit par courrier postal, donc auprès des salariés en arrêt de travail de plus de 3 mois ou des exploitants agricoles, donc en arrêt de travail de plus de 2 mois pour la MSA Berry-Touraine et 3 mois pour la MSA Bosqueur de Loire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment informer les assurés en problématique santé sur leurs droits, les accompagner en vue des démarches pour favoriser un maintien d'emploi ou une reconversion. On peut passer à la suivante. Donc, nous proposons aussi au niveau de la MSA Bosqueur de Loire depuis cette année un webinaire d'information sur l'arrêt de travail, donc à destination de tous les assurés agricoles qui rencontrent des problèmes de santé et qui ont un impact sur leur travail. Donc cette information se déroule sous la forme d'une visioconférence d'une durée de 3 heures, donc sur inscription préalable, et elle est proposée toutes les 6 à 8 semaines. Donc, ça peut être à la fois des personnes que les travailleurs sociaux connaissent ou qui peuvent être orientés par les autres services les autres services de la MSA. Donc, ce webinaire, ça permet vraiment d'apporter une information sur les droits, les possibilités d'accompagnement en MSA, sur toutes les procédures administratives et réglementaires, avoir des conseils surtout sur les solutions les plus adaptées pour permettre un retour à l'emploi. Donc, dans les autres actions qu'on peut mettre en place au sein de nos caisses et qui sont vraiment animées par l'équipe des travailleurs sociaux, donc le plus souvent, ces actions sont avec le public en accompagnement par le travailleur social, mais si le groupe n'est pas complet et qu'il y a d'autres services de la caisse qui nous orientent des personnes qui peuvent pour lesquels l'action peut être bénéfique, c'est évidemment aussi ouvert. Mais c'est principalement, le public qui participe à ces actions sont principalement les personnes qui sont accompagnées
par le service social. Et cet accompagnement peut être de fait initié au regard des arrêts de travail et puis de ce qu'a présenté Aline sur le fait qu'on fasse une mise à disposition ou qu'il y ait eu un webinaire d'information sur comment elles peuvent être soutenues. Donc, deux actions que je vais vous présenter rapidement. Donc, la première, c'est Avenir en soi. Cette action, elle est présentée sur l'ensemble du réseau des caisses de MSA. Ça nécessite que le travailleur social soit formé spécifiquement pour la menée de cette action et elle s'adresse à un groupe d'une douzaine de personnes. Elle a lieu à peu près une fois par mois sur 8 à 10 séances et pardon. Elle permet d'accompagner les gens pour retrouver une confiance en soi et se poser la question de un petit peu son devenir professionnel, faire un petit peu un focus, un point sur j'en suis où aujourd'hui par rapport à ma pathologie, qu'est-ce que je peux faire demain et comment je peux réorganiser ma reprise professionnelle avec la compatibilité avec ma pathologie et là où j'en suis aujourd'hui. Et l'autre slide, s'il te plaît, Bénédicte. Donc, l'autre slide, c'est prendre soin de sa santé. Donc, c'est sur le même format, hein, 7 à 8 ateliers répartis à raison une fois par mois selon les organisations possibles et les publics. 12 personnes à chaque fois. L'idée de ces deux actions, c'est aussi de faire prendre conscience aux gens qu'ils ne sont pas seuls à être dans cette situation. Le fait de se dire que il y a des possibilités, de pouvoir en parler le partager avec d'autres personnes que l'environnement familial et prendre soin de sa santé, c'est pas forcément se re-questionner sur je fais quoi professionnellement, je fais quoi demain, mais ça peut être un tremplin pour reprendre du temps pour soi, reprendre voilà l'envie d'eux et qui peuvent aussi être des périodes facilitatrices pour ensuite retourner dans l'entreprise, reprendre le travail parce qu'on a repris un petit peu confiance. Donc, voilà le type d'action. Donc, ces trois actions qu'on vous présente avec Aline, qui sont parmi les actions que les travailleurs sociaux peuvent mettre en place sur nos territoires, mais qui peuvent aussi vous permettre en tant qu'employeur d'avoir aussi conscience que sur les services sociaux de nos caisses, il y a du collectif qui peut être mis en place et qui peuvent accompagner les salariés dans la reprise de confiance en soi et le retour vers l'emploi. Donc, si vous avez des questions, on est à disposition. Aujourd'hui ou plus tard, bien sûr, avec le recul. Merci de votre écoute. Pas l'impression qu'il y a de questions. Alors du coup, merci en tout cas pour votre présentation, Marline et Aline. On va passer à un autre point qui est celui des actualités. Propose de défiler directement avec justement deux sujets. Alors, un seul à l'écran, le deuxième que je ferai comme ça de manière un peu improvisée, mais sur la mise en place du nouveau CERFA sécurisé, hein, qui effectivement est entré en vigueur au 1er juillet 2025. Juste pour vous rappeler qu'effectivement, la sécurité sociale, dont la MSA, hein, s'agissant de l'agriculture et l'État, ont mis en place justement un nouveau formulaire CERFA obligatoire pour la délivrance d'arrêts de travail, notamment sécurisé, parce qu'il y avait un réel risque de fraude et de falsification des avis d'arrêt de travail papier précédents. Il y a maintenant des points d'authentification qui ont été introduits, notamment l'étiquette holographique, l'encre magnétique, pour s'assurer effectivement pour diminuer le risque de fraude et s'assurer justement que ces documents ne sont plus falsifiables. Puis après une période de tolérance au cours de l'été 2025, ce nouveau formulaire est désormais obligatoire, hein, depuis le 1er décembre 2025. Il peut être adressé directement
par le professionnel de santé via le service en ligne dédié dont il dispose, ou alors transmis obligatoirement par voie en format papier, pardon, et original à la caisse de MSA pour déclencher justement le paiement des indemnités journalières. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut noter et qui effectivement constitue une nouveauté, en tout cas au cours de l'année 2025. Sur ce sujet-là précisément, y a-t-il à ce stade des questions? N'en vois pas dans le fil de discussion, donc je vous propose de passer rapidement à un dernier sujet qui nous intéresse avant de conclure ce webinaire. C'est la concertation nationale qui a été déployée justement par la MSA, hein, la concertation qui s'appelle Construction plus simple, qui a pour objectif tout simplement de simplifier nos services avec vous et pour vous. L'idée, c'est effectivement de faire évoluer les services de la MSA, notamment les services en ligne, s'agissant de leur usage ou de leur ergonomie, d'être davantage transparent sur les délais de traitement, de faire connaître les droits et la façon dont vous souhaitez être informé, votre ressenti dans les relations avec la MSA, ou de proposer des pistes de simplification concrètes. Cette concertation et cette enquête s'adresse à la fois aux assurés, aux particuliers, hein, à nos adhérents, mais aussi aux employeurs. Donc, il y a vraiment ces deux volets-là qui peuvent être explorés, hein, soit à titre d'assuré, soit à titre d'employeur. Et les résultats de cette concertation nationale seront livrés lors du Salon international de l'agriculture de Paris en 2026 et servira de fondement justement aux engagements de la MSA en matière de simplification pour les années à venir. Donc répondre, c'est tout simplement agir pour développer des services en ligne et répondre à vos interrogations et à vos besoins et vos attentes de la manière la plus simple. Voilà, je tenais aussi à rappeler cette concertation hein, qui se déroule depuis début novembre et qui devrait se clore mi-décembre prochain. Et donc avant de conclure, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet-là. Ah, je vois qu'il y a une question. Comment traiter les anciens formats d'arrêt de travail quand le médecin précise qu'il n'a pas encore le nouveau format? Je- Juliette, je ne sais pas si tu as une réponse à cette question. C'est pas vraiment mon domaine. Oui, alors du coup, donc il y a un retour qui est fait hein, quand l'arrêt n'est pas recevable si le nouveau CERFA n'est pas utilisé. Donc déjà, le professionnel de santé en a connaissance de cette manière-là. Et si le médecin ne dispose pas de nouveaux formulaires, nous, ce qu'on préconise, et c'est on va dire, l'orientation principale, c'est d'utiliser le téléservice qu'on appelle AAT, qui permet de transmettre de façon dématérialisée par le professionnel de santé l'arrêt de travail à la MSA. Donc ça a pour avantage d'être sécurisé, immédiat, et donc il n'y a pas de question voilà, de formulaire papier. Donc ça, c'est la première préconisation. Et sinon, je pense, voilà, il peut contacter la MSA et voir dans quelle mesure la livraison peut être faite en termes de formulaire, mais normalement, à ma connaissance, il y avait eu un sujet d'approvisionnement des établissements de santé par rapport à ce nouveau formulaire, mais j'ai pas eu de connaissance de difficulté de la part des professionnels libéraux. Mais en cas de besoin, il peut quand même contacter la MSA et on trouvera des solutions. Merci pour ta réponse, Juliette. Oui, effectivement, je confirme juste sur l'aspect effectivement approvisionnement. Et c'est pour ça que le délai de tolérance de cet été a bien été observé, que dorénavant, c'est bien le nouveau document qui est à utiliser. Mais écoutez, je vais conclure rapidement. J'espère que
que ces webinaires a pu répondre à certaines de vos interrogations. Je le disais en introduction, il s'inscrit dans l'offre de service aux entreprises de la MSA. Donc d'autres webinaires à venir auront lieu par les différentes caisses de MSA, hein, dans le cadre de l'offre de service, de manière commune ou de manière individuelle selon les territoires et selon les sujets qui seront abordés. J'espère que ce moment a pu répondre aussi à vos interrogations. En tout cas, nous, c'est important de garder la proximité avec les employeurs et puis surtout de pouvoir tout simplement vous entraîner avec nous sur des sujets qui nous concernent les uns et les autres, et en l'occurrence aujourd'hui celui des arrêts de travail. Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite une bonne journée.